Alors pour cette actu territoriale de mars 2022, on va commencer avec l'anniversaire, les 40 ans de la première loi Defferre du 2 mars 1982. Et à cette occasion, on a eu plusieurs tribunes qui proposent un bilan de ces 40 ans de décentralisation. Donc c'est l'occasion pour vous, candidats, de faire un peu de révision sur ces différentes étapes pendant ces 40 ans, de faire aussi un petit peu d'histoire, comme dans cet article, où on nous propose l'avant 1982, comment cette loi finalement, cette première loi de décentralisation est arrivée, avec l'état d'esprit, on va dire, dans les années 70, la construction de tout ça. Bon, il y a un aspect politique aussi qui est peut-être un poil moins intéressante, en tout cas dans le cadre des concours. Et puis on a une réflexion plus globale sur le processus de décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui il est aussi fort que dans les intentions du législateur dans les années 80 ? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de tout ça finalement aujourd'hui ? Donc voilà, c'est assez intéressant. On a ce premier article et puis on en a un deuxième aussi, toujours sur la Gazette, qui propose un peu le même genre de réflexion, mais avec deux auteurs différents, donc deux points de vue un peu différents. Notamment, dans cet article-là, on nous parle du grignotage de la fiscalité directe locale, un sujet dont on va parler un petit peu plus loin dans cette vidéo aussi. Autre sujet sur l'autonomie potentielle de la Corse. C'est une actu qui n'a pas dû vous échapper pendant ce mois de mars, puisqu'on a carrément le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a ouvert la question de l'autonomie en disant que nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà, le mot est dit. Donc là, c'est quand même très clair. Mais il dit aussi, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Parce que il peut y avoir plusieurs formes d'autonomie. C'est pas forcément non plus une indépendance, c'est pas du tout ça qui est dit. Le mot c'est autonomie. Du coup, cet article permet aussi une petite révision du statut actuel de la Corse, qui a un statut quand même bien particulier, un statut unique, et sur lequel vous pouvez être interrogé évidemment vu l'actualité. Et donc on nous dit aussi ce qui pourrait être cette autonomie. Il y a plusieurs modèles possibles. On nous dit par exemple que la totalité des impôts pourrait pas être transférée, c'est pas non plus la question. A priori on n'irait pas jusque-là, mais on nous parle quand même de modèles assez forts, comme en Espagne par exemple, où il pourrait y avoir un partage du produit de l'impôt sur le revenu. Donc ça va jusque-là dans les réflexions, en tout cas des chercheurs. Là c'est un maître de conférence à l'Université de Corse. Et puis on compare un peu avec les statuts déjà existants, par exemple en Polynésie française. Donc la réflexion en tout cas est lancée. Ensuite, autre sujet très important sur ce mois de mars, c'est le rapport du Sénat sur les cabinets de conseil privés. Et donc on a un rapport quand même assez salé sur cette question. Donc j'avais partagé cette vidéo de Public Sénat, cette émission très intéressante que je vous conseille vraiment d'écouter. Alors ça dure 37 minutes, donc après si vous n'avez pas forcément le temps, il y a l'article de Public Sénat qui est plus rapide à lire et qui permet d'avoir les infos principales, et qui nous dit que ce rapport, cette commission d'enquête sénatoriale, elle met en évidence un recours croissant aux consultants privés. Ça existait déjà, mais on a passé la seconde en gros. Et puis ce rapport, il épingle une influence avérée à travers des interventions sur des réformes majeures. Parce que en gros, ce qu'on nous dit, en tout cas ce que l'exécutif dit, c'est que ce recours au cabinet privé, il est sur des sujets très techniques, par exemple sur l'informatique, sur la cybersécurité, et que c'est pas une intrusion dans la politique en soi. Sauf qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent. C'est que selon le calcul qui a été fait dans ce rapport, c'est que les dépenses de conseil, de ces conseils, de cabinets privés, ont dépassé le milliard d'euros. Donc c'est quand même un sacré budget pour l'État, et donc indirectement pour nous. Et que cet argument du côté uniquement sur des sujets de cybersécurité, etc., il tient pas trop. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une influence avérée des cabinets de conseil sur la prise de décision politique, sur des sujets purement politiques, et que ces cabinets, ils participent à des cercles de réflexion, ils interviennent dans le débat public, et que certaines de leurs publications, qui sont particulièrement nombreuses en période électorale, s'apparentent même à des programmes politiques. Donc il y a quand même ce souci de l'intrusion de ces grands cabinets privés qui ont leurs propres intérêts, et qui ne sont pas forcément les intérêts de l'État, ou en tout cas des citoyens, et qui viennent comme ça s'insinuer dans le débat, dans la décision politique même. Donc forcément, ça pose question. Pour l'instant, j'ai pas vu de données sur les cabinets de conseil, enfin sur leur influence en tout cas, sur les collectivités territoriales. J'ai vu plusieurs articles qui en parlent, mais sans donner de détails.
Donc ce serait quelque chose à creuser aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez vu des choses à ce sujet. Ensuite, alors plusieurs futures mesures ont été annoncées par le président sortant s'il était réélu. Donc notamment, on a la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires d'ici cet été. Au début d'année, la ministre Amélie de Montchalin disait qu'il était hors de question de revoir ce point d'indice, que c'était plutôt des actions ciblées sur les catégories C par exemple en termes de pouvoir d'achat. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un élément nouveau aujourd'hui par rapport au début d'année, c'est que l'inflation persiste et qu'elle est encore plus forte et qu'a priori elle est durable. Après, quand j'avais partagé cet article sur Facebook, il y avait beaucoup d'ironie et de choses assez rigolotes, de commentaires de votre part sur le côté potentiellement électoraliste de cette annonce. En tout cas, voilà, chacun en pensera ce qu'il veut, mais c'est une des annonces qui a été faite, mais c'est pas tout. On a aussi une annonce peut-être moins folichonne pour les fonctionnaires territoriaux notamment, c'est que Emmanuel Macron a annoncé qu'il faudra faire une économie de 10 milliards d'euros pour les collectivités territoriales s'il était réélu. Donc c'est pour participer à l'effort global de remboursement de la dette. Autre annonce, c'est s'il est réélu, la CVAE serait supprimée. Alors c'est un impôt local, CVAE pour cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On a dans cet article très intéressant un historique de cet impôt, et même on pourrait dire de la remise en cause progressive de cet impôt. Donc on a un petit historique assez intéressant que je vous laisse aller lire si ça vous intéresse. Et puis en conclusion, ce qu'on peut dire, la grande idée à retenir, c'est que cet impôt local, c'était quand même le 3e plus grand impôt local en termes de produits, derrière la taxe foncière et la taxe d'habitation, puisqu'elle a été supprimée. Et donc ça va dans cette dynamique de suppression des impôts locaux directs et de cette recentralisation finalement de la fiscalité. Donc c'est pas forcément surprenant, mais voilà, ça va dans cette logique qu'on a quand même depuis quelques années maintenant. Et enfin, dernier article, toujours sur le président sortant. Là, c'est une autre annonce qui a été faite sur le retour du conseiller territorial, qui avait été annoncé sous Sarkozy, finalement qui avait été supprimé. Enfin bref, finalement, il n'avait jamais vu vraiment le jour. Mais il revient sur le devant de la scène avec cette proposition portée par Emmanuel Macron. Et donc, pour les associations d'élus locaux, c'est encore une fois un affront. Et donc on nous dit que si Emmanuel Macron était réélu, il y aura une cohabitation musclée entre le président de la République et par exemple des associations comme Territoires Unis, mais qu'il y avait une logique derrière ça, peut-être une logique électoraliste, puisque le conseiller territorial, derrière ça veut dire une réduction du nombre d'élus locaux, donc une mesure potentiellement populaire, comme pouvait l'être, c'est ce qu'on nous dit ici, la fin de la taxe d'habitation au profit du pouvoir d'achat. Donc il y a un côté comme ça, une carte qui est sortie, ce qu'on nous dit ici, la carte des électeurs contre les élus. Et il va être difficile de lutter contre ça pour les élus locaux. En tout cas, ça laisse présager quand même de relations conflictuelles entre le président de la République, s'il est réélu, et puis les associations d'élus locaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour résumer les actus territoriales du mois de mars. J'espère que vous y voyez un peu plus clair et puis que ça vous a incité à aller lire certains de ces articles. Si vous voulez plus d'actu territorial, en tout cas plus que mensuellement, j'ai aussi une newsletter que j'envoie tous les dimanches pour faire un rapide résumé de l'actu de la semaine. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien qui se trouve en description sous la vidéo. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!